Bonjour Xavier Moreau. Bonjour. Merci d'être là pour ce Zoom. Vous êtes notre analyste politico-stratégique. On vous connaît bien sur TV Liberté. Il y a quelques semaines, on était allé vous interviewer, vous enregistrer à Moscou. Et vous êtes dans nos studios aujourd'hui pour évoquer cette date du 18 mars. Date de l'élection présidentielle en Russie. Au pouvoir depuis plus de 18 ans, Vladimir Poutine s'achemine vers un 4e mandat. Pourquoi est-il à nouveau candidat ? Je pense que parce que c'est le seul et que c'est le meilleur, tout simplement, et que d'ailleurs les Russes en sont persuadés, et c'est pour ça qu'il sera élu, à mon avis, dès le premier tour, le 18 mars. Mais on peut faire remarquer quand même que quand on est un bon leader mondial, eh bien on prépare aussi sa succession, et ce n'est pas le cas là. Je pense que s'il avait trouvé un bon successeur, peut-être qu'il ne se serait pas représenté. Mais en l'occurrence, c'est pas le moment. En plus, il faut voir aussi que du point de vue de la situation internationale, il vaut mieux de la stabilité et je dirais, du temps long pour la Russie. Et je pense que, oui, voilà, là où on attend Vladimir Poutine, qui désormais est déjà rentré dans l'histoire, hein, faut pas se le cacher, à la fin de son dernier mandat, ça fera 25 ans, puisqu'il a démarré comme Premier ministre en 99, donc un quart de siècle. Eh bien, la seule chose qu'on attend de lui, où il pourrait décevoir, c'est la transition, c'est-à-dire trouver un homme qui soit à la hauteur et qui ne déçoive pas les Russes, parce que les Russes vont le juger comme ils ont jugé Dimitri Medvedev entre 2008 et 2012. Ils vont le juger par rapport à Poutine. Donc voilà, effectivement, il va y avoir un vrai problème de transition. Mais à mon avis, c'est une question qui se posera, je dirais, dans 4 ans. Et on a demandé d'ailleurs à Vladimir Poutine, dans une de ses dernières interviews, est-ce que vous avez pensé à votre successeur, à la transition? Il a dit, j'y pense depuis 2000. Donc il est parfaitement conscient que il y aura forcément une phase d'instabilité lorsqu'il quittera le pouvoir en 2024, et que c'est là que je dirais l'histoire l'attend une dernière fois. Alors il y a quand même différentes possibilités de s'opposer à Vladimir Poutine. J'allais dire, il y a de manière presque passive, c'est de ne pas aller voter. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que le pouvoir cherche à mobiliser face à ce qui pourrait être un désintérêt réel de l'électorat pour cette élection. Rappelons que la participation était de 65% en 2012, et bien évidemment c'est à l'aune de ce chiffre-là qu'on va regarder ceux de 2018. Mais il est évident que pour Vladimir Poutine, il a besoin d'avoir une forte participation pour justement pour qu'il y ait un vote d'adhésion, je dirais un vote d'enthousiasme, ce qui n'est pas impossible. Notamment quand on voit la campagne qu'il a faite, qui, contrairement à ce qu'on a entendu dans les médias, je dirais, classiques, n'a pas du tout été axée sur le nationalisme, sur des choses comme ça. Les directeurs de campagne de Vladimir Poutine étaient un médecin, un professeur et un chef d'entreprise. Donc il n'a pas du tout axé, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de militaires, donc il n'a pas du tout axé justement sa politique sur ses conquêtes, on pourrait dire, notamment la réunification de la Crimée. Et donc je pense que s'opposer à Vladimir Poutine, on peut le faire. La question, c'est qu'il faudrait travailler les programmes. Et je dirais que le seul qui a vraiment un peu travaillé, c'est Grudinin, le candidat original du Parti communiste. Pavel Grudinin, il est millionnaire, il est le candidat du Parti communiste. Il peut arriver, selon les hypothèses et les sondages, en 2e position lors de ce scrutin. Est-ce que ça veut dire que finalement la Russie n'en a pas fini avec le communisme? Déjà, on va voir le score qu'il va faire. Pour l'instant, les instituts de sondage le donnent en dessous de 10%. Et la Russie en a fini avec le communisme, avec le bolchevisme, beaucoup plus que la France, par exemple. Et vous aviez sur votre plateau il n'y a pas longtemps, je crois que c'était M. Buisson, qui a rappelé que nous, on n'a toujours pas terminé avec le populicide de Vendée, avec tout un héritage gauchiste qui pollue la vie politique française jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, cet héritage-là, en France, finalement, en Russie, pardon, il ne représente quasiment plus rien. À mon avis, il représente moins de 10%. Et encore, la plupart des gens, ce qu'ils regardent, c'est leurs 20 ans.
Parce que quand vous avez 20 ans, c'est toujours mieux, même sous Staline. Je veux dire, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est toujours mieux quand on a 20 ans. Et donc c'est plutôt de la nostalgie du passé, et aussi le fait que le Parti communiste a bien changé. Le Parti communiste défend l'orthodoxie, le Parti communiste défend les valeurs familiales. Donc si vous voulez, il y a certains partis dits de droite en France qui dans certains sujets, seraient presque je sais pas, sur certains domaines, les républicains sont à gauche du Parti communiste russe. Ça faut quand même bien le comprendre. Maintenant, voilà, la commémoration de Staline, qui est encore une fois ultra minoritaire, c'est surtout dans le cadre de la Grande Guerre patriotique, de la victoire sur les nazis. Il y a eu 27 millions de morts. C'est quand même normal qu'ils commémorent un peu. Et même si des historiens ou des gens qui connaissent un peu l'histoire du communisme comme vous et moi savent très bien qu'il y a eu le pacte germano-soviétique, savent très bien que Staline, au moins dans les 2 premières années de la guerre contre les nazis, a été le meilleur allié d'Hitler à cause des purges. Voilà. Après, ce que les gens conservent, c'est on a gagné. Voilà. Et tout le monde avait peur de nous, et on rayonnait, on était une grande puissance, et on a libéré l'Europe, etc., etc. Opposition passive par l'abstention, opposition active en votant pour un autre candidat, le candidat communiste Pavel Grudinin, ou alors non pas l'opposant Alexeï Navalny, parce que lui, il a été invalidé. Est-ce qu'il aurait peut-être été un danger électoral pour Vladimir Absolument Poutine ? pas. Absolument pas. Il a tenté de forcer sa candidature en organisant des meetings dans toute la Russie. Ça a été un fiasco. Et c'est pour ça que, délibérément, alors que la mairie de Moscou, par exemple, lui donnait un emplacement qui était celui où se réunissaient les gens de Bolotnaya, donc les manifestations anti-Poutine en 2011, mais où ça se serait trop vu parce que c'était trop large qu'il y avait personne. Par exemple, la veille au soir, il décide de manifester en plein sur les Champs-Élysées russes, si vous voulez, sur Tverskaya. Donc il a essayé des provocations en faisant défiler des mineurs. Il a tout essayé. Les Russes se sont pas laissés avoir. On n'est pas en 1905 et l'État russe s'est pas laissé avoir. Tout a été traité de manière tout à fait légale et pacifiquement. Et Navalny est un échec. Et alors certains ont dit pourquoi est-ce que Vladimir Poutine l'aurait pas autorisé à se présenter. Mais pourquoi on invalide un candidat Mais qui fait parce pas peur? parce qu'il a été condamné pour escroquerie et que Navalny est un escroc. D'ailleurs, les auditions du tribunal sont disponibles sur Internet. Allez voir ce pour quoi il a été condamné, donc l'escroquerie des forêts de Kirov-Lies. Quand vous voyez parler la chef comptable, le directeur général, leurs témoignages sont infamants pour Alexeï Navalny. Et je pense que si Vladimir Poutine ne l'a pas laissé se présenter, c'est parce que il ne veut plus qu'à chaque fois que vous commettez un crime en Russie, vous puissiez prétendre que c'est parce que vous faites de la politique. Voilà. Donc n'importe quel bandit maintenant va dire oui, mais en fait moi on veut me condamner parce que je suis un homme politique. Et de toute manière, il y a des candidats dits libéraux, Yavlinsky, Ksenia Sobchak. Donc ce courant-là sera représenté, il fera rien comme d'habitude, et Navalny n'aurait sûrement pas fait mieux. Alors Ksenia Sobchak, c'est la candidate libérale de l'opposition libérale. Elle est une ancienne vedette, de la télévision. Hein. Elle a été d'ailleurs proche de Vladimir Poutine. Oui. Proche de la télé-réalité, elle est connue de tous les Russes. Elle fait une belle campagne à travers toute la Russie. Et elle dit quelque chose qui est intéressant. Elle dit que le principal problème de la Russie, c'est la pauvreté. Et ça, 18 ans de règne de Vladimir Poutine n'ont pas empêché que ça reste le problème numéro 1. La pauvreté a été divisée par 2, comme l'a rappelé lui-même Vladimir Poutine. En 2000, 30% des Russes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est moins de 15%, ce qui est à peu près le seuil de la France. Et de toute manière, tous les candidats disent que le problème, c'est la pauvreté. La question, c'est quel est le programme économique pour le résoudre ? En gros, Ksenia Sobchak nous explique qu'il faut restituer la Crimée et que ça ira mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le discours de Ksenia Sobchak est extrêmement ringard pour la Russie. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans les années 90, où en fait, tous les intellectuels russes s'étaient tournés vers l'Occident, et donc tous prétendaient expliquer aux Russes le bonheur que c'était d'être en Occident et comment il fallait faire parce qu'eux, ils connaissaient. Mais ce qui s'est passé ces 18 dernières années, c'est que les Russes se sont enrichis, ils ont voyagé. Donc ils ont fait du tourisme. Donc les Russes, même les Russes les plus modestes, sont allés une fois en Grèce. Et ils ont vu la Grèce détruite par l'Union européenne. Ils sont allés à Paris, ils se sont fait piquer leur portefeuille. Ils sont allés en Allemagne, ils se sont fait agresser par des migrants. Donc le discours que tient Ksenia Sobchak du genre je suis celle qui va vous expliquer comment on va faire pour vivre aussi bien qu'en Europe de l'Ouest, ça ne marche plus.
Parce qu'on ne vit pas si mal en Russie, et je pense que les supporters français, les 18 000 supporters français qui vont débarquer au mois de juin pour la Coupe du Monde vont s'en rendre compte. Ça, je pense que ça va être un choc culturel. Et donc l'Europe de l'Ouest fait beaucoup moins rêver qu'avant. Et donc le discours de Ksenia Sobchak prouve qu'elle n'est pas... Alors là, elle a fait sa campagne, peut-être qu'elle a pu rencontrer des gens, je dirais, des gens normaux, mais à mon avis, avant de démarrer sa campagne, elle ne l'avait jamais fait. Et quant à la pauvreté, la question c'est est-ce que ça s'est amélioré ou pas ? Et incontestablement, la Russie, comme je cite souvent Gide, a suivi sa pente en la remontant. Et les choses vont mieux, les infrastructures se développent, il y a des résultats qui sont considérables. Ensuite, cette pauvreté, elle est liée aussi à la baisse du prix des hydrocarbures en 2014 et ensuite à la rechute en 2015, qui a provoqué une dévaluation du rouble, mais qui commence déjà à produire des effets exceptionnels du point de vue macroéconomique et qui, tôt ou tard, vont se faire ressentir sur la vie des Russes, parce que il va y avoir des emplois qui vont être créés en Russie. Par exemple, la Russie importait massivement son sucre en 2014. C'est un chiffre qui est sorti hier, avant-hier. Et aujourd'hui, elle est quasiment autosuffisante et elle veut exporter. Donc tout ça, ça va avoir des conséquences qui mettront un petit peu de temps à se faire sentir pour l'économie de la Russie, mais c'est du travail de long terme. C'est une reconstruction économique, après, encore une fois, qui prend du temps, parce que vous verrez, le jour où la France devra sortir du socialisme, ça nous prendra aussi beaucoup de temps pour reconstruire notre pays. Alors, Vladimir Poutine n'est pas Xi Jinping. Vous nous avez dit qu'il ne sera pas président à vie. Sa succession va quand même rapidement se poser. Est-ce que, par exemple, le nouveau Premier ministre, à partir de mai, sera le possible successeur de Vladimir Poutine? C'est difficile à dire. Tous ceux qui ont fait des pronostics ces 18 dernières années se sont tous plantés. Donc je voudrais pas. Moi je pense que un retour de Medvedev. Par exemple. Medvedev est toujours Premier ministre et je pense alors là je vais prendre un petit risque. Je pense qu'il va le rester parce que tout simplement le couple Poutine-Medvedev fonctionne bien. Qui sont très proches, comme ils l'ont dit, nous sommes du même sang, de la même race. Il y avait une expression de Poutine qui avait été très, très élogieuse vis-à-vis de Medvedev, et qu'il a besoin de quelqu'un de compétent pour continuer. Et les résultats sont là, Medvedev est compétent. Il faut voir que le gouvernement russe fonctionne pas comme en France. On met pas des leaders de partis ou essayer de faire des alliances en mettant, par exemple, Bruno Le Maire est totalement incompétent en économie. Pourtant, comme il était à l'agriculture, aux affaires étrangères, hein, c'est un haut fonctionnaire qui peut s'occuper de tout et de n'importe quoi, mais en Russie, c'est pas ça du tout. Le ministre de l'énergie, c'est un spécialiste du kilowattheure et de l'extraction du pétrole. Le ministre de l'économie, c'est un économiste. Voilà, il y a pas on n'essaie pas de récompenser ces petits camarades qui ont trahi leur parti en le nommant ministre. Donc, si vous voulez, vous avez vraiment deux choses en Russie. Vous avez le gouvernement, avec des gens compétents, et je pense que Medvedev est compétent, et donc je pense qu'il va le rester, voilà, je prends un petit risque. Et vous avez l'administration présidentielle, où là, oui, vous avez vraiment des gens qui sont très proches de Poutine, vous avez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le président Poutine a prononcé un discours le 1er mars dernier devant l'Assemblée fédérale, et il a présenté, de manière un peu surprenante quand même, une nouvelle gamme de missiles nucléaires qualifiés d'indestructibles et capables de frapper n'importe quel point du globe. Ce ton-là, Xavier Moreau, c'est le ton de la menace qui rappelle quand même le temps de la guerre froide, avec son arsenal militaire pointé vers les Occidentaux. C'est un discours de guerre qu'on entendait chez Hillary Clinton, mais qu'on entend maintenant dans la bouche de Vladimir Poutine. Je ne pense pas, parce que, bien sûr, les médias occidentaux ont fait l'impasse sur ce que Poutine a rappelé, c'est la doctrine nucléaire russe, qui est la même que la doctrine nucléaire française. C'est-à-dire que nous utiliserons l'arme nucléaire si nos alliés sont attaqués par des armes de destruction massive ou si le territoire sanctuarisé de la Russie est attaqué. C'est exactement la même chose que la doctrine nucléaire française. Simplement, il faut se remettre dans le contexte. Et vous parliez de la guerre froide, mais à partir de Khrouchtchev et de Brejnev, globalement, la tendance a été à la dénucléarisation, au contrôle de la course aux armements. Et différents traités ont été passés. Notamment en 1972, il y a un traité qui est signé où l'URSS et les États-Unis s'engagent à ne pas développer des systèmes antimissiles pour que la balance stratégique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la MAD, la destruction mutuelle assurée, soit remise en cause. Et donc, du coup, on arrête de fabriquer des armes, on ne fabrique pas de système on n'augmente plus le nombre de d'ogives, on essaie de contrôler la course aux armements. Ensuite, il y a des traités sur les armes intermédiaires, les fameuses crises des euromissiles que nous avons connues notre génération. Et donc, la tendance était à la diminution de la tension nucléaire. Voilà. Ça a été remis une première fois en cause en 1983 par Ronald Reagan, par ce qu'on a appelé l'initiative de défense stratégique.
où il a fait croire, par un bluff magnifique, aux Soviétiques qu'ils allaient développer un système antimissile. Et en fait, le projet n'est jamais sorti des cartons, mais les Soviétiques se sont précipités dans le piège, ont commencé à dépenser des fortunes, ils se sont aperçus qu'ils avaient des retards énormes, notamment dans le domaine de la numérisation, de l'informatique, etc. Et on considère que ça a été, avec l'Afghanistan, Tchernobyl, et puis l'écroulement d'un système socialiste en phase terminale, la raison de l'explosion de l'URSS. Plutôt de l'implosion, implosion-explosion. Et en fait, c'était un piège dans lequel Gorbatchev est tombé les pieds joints. Et finalement, on est resté donc sur le traité de 1972. Bon, en 2002, George Bush, qui pourtant s'entendait bien avec Vladimir Poutine, remet en cause ce traité. Et là, Vladimir Poutine dit nous, on a bien compris qu'on n'avait pas les moyens de se faire un bouclier antimissile. Donc, ce qu'on va faire, c'est améliorer les vecteurs. Voilà. Donc, en 2002, les États-Unis sortent du traité de 1972. Et bien, 14 ans après, en plus, les savants russes ne partaient pas de rien. Ils avaient toute la recherche fondamentale, toute la recherche qui avait été faite pendant toute l'époque soviétique. Ils ont développé, sur 15 ans, des armements qui rendent complètement obsolète le bouclier antimissile. Mais ce que j'aurais bien, sur quoi il faut insister, c'est comprendre que la Russie, même sans ses armes, pouvait détruire totalement les États-Unis. La question, il est de la balance stratégique. Et la question aussi est du fait que le bouclier antimissile américain qui s'est développé tout autour de la Russie, c'est avant tout la militarisation d'un espace, et notamment la militarisation de l'espace européen par une puissance non européenne. Et c'est ça l'enjeu. Et en fait, pour moi, ce que a fait Poutine avec ses armements, notamment si vous écoutez son interview sur NBC, en fait, c'est lui qui relance la course. C'est lui qui retend le piège de Ronald Reagan aux États-Unis, en disant voilà, avec nos missiles qui ne sont plus des systèmes balistiques, bon, vous avez le Sarmat qui est un missile, je dirais, somme toute assez classique, qui peut être touché par le système antimissile et donc faire contrebalancer cette balance normalement de la destruction mutuelle assurée. Eh bien, les Russes, eux, sortent des systèmes nucléaires qui ne sont pas balistiques. Qui sont soit dans l'autre couche de l'atmosphère, soit au ras du sol. Donc le bouclier antimissile qui a coûté des centaines de milliards de dollars ne sert à rien. Et ça, Vladimir Poutine l'a dit sur NBC. Et il a dit, justement, il va falloir expliquer à vos contribuables que tout l'argent qu'ils ont mis dans le bouclier antimissile ne sert à rien. Et pour moi, le coût extraordinaire de Vladimir Poutine, c'est ça. Au-delà de ces armements, les Américains sont tout à fait capables de produire les mêmes armements. Mais eux, ils ont parié sur le bouclier antimissile. Ils se sont auto-piégés avec le piège de Ronald Reagan. Et c'est Vladimir Poutine qui leur remet ça en face d'eux. Et surtout, quand on sait aussi comment fonctionne le complexe militaro-industriel américain, c'est que, contrairement au système russe et même au système français, les actionnaires sont pas toujours en train de faire du lobbying auprès du Sénat, auprès du Parlement français, pour qu'on achète des armes dont on n'a pas besoin à des prix. 30% du prix des armes américaines, c'est pour être versé aux actionnaires. Donc avec toute la corruption, le lobbying que ça implique. Le système russe, et donc ce que fait le système russe ou français fonctionne pas comme ça. Et ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il sait très bien que la prochaine fois que devant le Parlement américain, il va y avoir des sénateurs qui défendent, par exemple, Raytheon, le fabricant de missiles, ou Boeing, qui fabrique les avions, etc. Ils vont passer devant le Parlement américain, ils vont dire regardez ce qu'ont les Russes. Nous, on n'a pas les mêmes, il faut donner encore plus d'argent. On est déjà à plus de 600 milliards de dollars de budget de la défense. Hein. Et en fait, Vladimir Poutine est tout simplement en train de pousser les Américains dans leur excès. Alors soit il y aura une réaction, et les Américains vont comprendre que c'est un piège, soit comme ils sont en roue libre, et est-ce qu'ils peuvent même arrêter le système, c'est loin d'être gagné. On le verra. Mais en tout cas, Vladimir Poutine a réussi un coup de maître. Roland, de guerre froide néanmoins, on parle par exemple d'empoisonnement d'espions en Grande-Bretagne qui vont entraîner d'ailleurs des sanctions lourdes. Vous dites que les supporters français iront à Moscou, les supporters anglais ne s'y rendront certainement pas. De toute manière, ça je l'avais dit sur votre plateau, je ne vois pas comment les Occidentaux vont laisser des dizaines de milliers de supporters anglais ou australiens, ou en gros, à qui les médias expliquent en permanence que la Russie c'est un pays arriéré, c'est le Zimbabwe. Comment est-ce qu'ils vont laisser leurs supporters débarquer à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, découvrir que, comme je vous le disais, Moscou est une ville bien mieux tenue que Paris, qu'il n'y a pas d'insécurité, que les infrastructures fonctionnent, que les gens sont gentils,
très ouvert vis-à-vis des étrangers. Je ne vois pas. Je me suis demandé, mais comment est-ce que les Occidentaux allaient accepter ça, et s'ils n'allaient pas nous faire le coup de l'Afghanistan et des Jeux Olympiques. Mais moi, je m'attendais davantage, par exemple, à une offensive ukrainienne après la Rasputitsa, quand les routes seront praticables, au mois de mai, par exemple, avec forcément une riposte du côté des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et on aurait pu dire que c'est à cause des Russes. L'un n'exclut pas l'autre. Mais c'est vrai que, honnêtement, je pense que les Anglais, les Américains vont pas rester les bras ballants devant cette catastrophe de communication qui serait, comme l'a été Sochi pour la propagande anti-russe, qui serait l'envoi de dizaines de milliers de gens, en plus plutôt des gens des milieux populaires ou des classes moyennes, qui vont découvrir qu'on leur ment sur la Russie depuis 10 ans. Je ne sais pas si vous prenez bien la mesure quand même de la difficulté que vit la Russie aujourd'hui. Par exemple, François Hollande est sorti de son silence, il vient de déclarer sur la question syrienne, et il n'y va pas par 4 chemins. Si la Russie est menaçante, elle doit être menacée. Et ça, c'est directement la volonté de faire pression sur le président russe pour faire cesser les bombardements du régime de Bachar el-Assad à la Ghouta. Je pense que Vladimir Poutine est terrorisé par cette déclaration de François Hollande, comme il a été d'ailleurs impressionné par les 5 ans du mandat de l'ancien président français. Il est clair que... C'est révélateur. C'est révélateur, mais il est clair que, de toute manière, il y a une continuité dans la politique étrangère de Macron et de celle de François Hollande. Et je pense qu'en plus, Emmanuel Macron veut être, si vous voulez, l'Obama français, l'Obama blanc, je dirais. Et si vous regardez sa politique étrangère, c'est exactement celle d'Obama. C'est-à-dire que sur l'Iran, ils essayent de faire en sorte que les choses s'améliorent. Sur l'Union européenne, Obama avait fait un voyage en Angleterre pour s'opposer au Brexit, on le souvient. Lui, c'est pareil, reconstruire, nous faire une nouvelle Europe qui va bien marcher, celle-là pour une fois, parce qu'en fait, on n'y arrivait pas. Mais en revanche, sur la Syrie et sur l'Ukraine, on est soit sur la Syrie, je pense que là, il y a vraiment une volonté, je dirais, presque néo-impériale de la gauche française qui est au pouvoir. Et sur l'Ukraine, c'est plus de la soumission. Parce qu'on a vu les mémoires de Joe Biden qui sont sortis, et Joe Biden a clairement dit dans ses mémoires que la seule qui était d'accord pour faire des sanctions contre la Russie, des sanctions sérieuses, je ne parle pas des premiers volants de sanctions, c'était Angela Merkel, et que tous les autres, les Français, les Italiens, étaient contre. C'est-à-dire que François Hollande, comme aujourd'hui Emmanuel Macron, se sont soumis et se soumettent à la volonté conjuguée de Washington et de Berlin. Ça là-dessus, c'est voilà. Et après les déclarations actuelles de François Hollande, honnêtement. C'est sur ces déclarations, néanmoins, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Xavier Moreau, d'être venu. Et puis on regardera avec intérêt, bien évidemment, les résultats le 18 mars et les commentaires qui seront faits dans le journal de TV Liberté dès 19h le 19 mars prochain. Merci.